Bonsoir. Mais en fait, vos enfants vous regardent. Et c'est juste ce que vous faites qu'ils feront, pas ce que vous dites. Donc, je pense que la première étape pour chacun d'entre nous, c'est de se questionner sur sa propre santé mentale. Je m'appelle Claire Hazemet. Je suis enseignante. Je suis associée gérante d'une école maternelle et primaire inclusive. Et j'ai créé un laboratoire d'innovation pédagogique qui s'appelle Ewuzu Learning Lab. Voilà. Ça pourrait être enseigné. Il y a éducation sociale. Je ne sais pas si vous vous souvenez tous. Et c'est là qu'on apprenait notamment la morale, la tolérance, ne pas fumer, ne pas boire. Donc, il y avait des éléments sur comment se comporter en société. Et je pense que c'est là où on pourra intégrer un module sur l'éducation. Alors, je ne dirais pas santé mentale, mais à ce stade-là, pour les enfants de 5 et 10 ans, donc entre CI et CM2, ça serait vraiment de l'éducation à la gestion des émotions. C'est quoi une émotion? Qu'est-ce que ça, pourquoi on les ressent, à quoi ça nous sert, comment est-ce qu'on s'autorégule quand on a ces émotions-là. Moi, je pense que pour cette tranche d'âge-là, voilà déjà ce qu'on pourrait aborder. Ouais. Pour les adolescents, je pense qu'il faut aller plus loin. Et la période qu'ils vivent est déjà très compliquée en soi. Et j'estime que dans les collèges, en plus d'avoir ces connaissances-là, il faudrait des temps d'écoute avec des experts. Mais je ne sais pas si on a les moyens, mais si j'avais une baguette magique et plein d'argent, c'est ce que je ferais. C'est installer des cellules, c'est déjà former tout le personnel enseignant à, pas à écouter, hein, mais à détecter et à comprendre. Parce que je pense que c'est eux qui passent le plus de temps avec les enfants et que sans pouvoir gérer la charge mentale de leurs difficultés, pouvoir les repérer et pouvoir aussi s'adapter aux différences des enfants, au moment, aux endroits où ils sont, pour relâcher parfois la pression. Et après, avoir la possibilité eux-mêmes de référer ces enfants-là ou ces adolescents-là à des experts qui, eux, savent gérer, qui peuvent mettre en place un suivi beaucoup plus long. Et je pense que vraiment, il faudrait aussi que les enseignants puissent bénéficier de ça. La première fois, la première bataille au Petit Poussé, pour moi, ça a été d'arrêter le châtiment corporel. Pour moi, c'était évident que c'était quelque chose qui était contre-productif, aussi bien pour l'apprentissage que pour la santé mentale des enfants. On a fait venir un coach en CNV, communication non violente. Et la première partie de la formation qui a duré une semaine, ça a été un temps d'écoute. Parce que pour eux, il fallait que les enseignants expérimentent ça. On est dans une société, on n'a pas l'habitude d'être écouté. Donc pourquoi on va écouter les enfants, les adolescents? Nous-mêmes, même adultes, on a toute notre charge, personne ne nous écoute. Et vous voulez que je mette au niveau d'un enfant pour comprendre sa difficulté? Non, moi-même, j'ai des problèmes de santé mentale. Donc tant que les encadrants eux-mêmes n'ont pas reçu ce qu'on aimerait qu'ils donnent aux enfants, c'est peine perdue. Si je ne pouvais donner qu'une seule réponse, leur première responsabilité en tant qu'enseignant, c'est de s'occuper de leur propre santé mentale. Parce qu'un enseignant comme un parent qui a une bonne santé mentale, clairement, a le meilleur impact sur l'enfant. Parce qu'il est le modèle de ce qu'est une bonne santé mentale. Et des fois, les enfants apprennent plus en observant ce que vous faites qu'en écoutant ce que vous dites. Tout à fait. La place est fondamentale. Dans la façon dont les écoles sont constituées maintenant, on a un référent à la circonscription. Donc, on a un conseiller pédagogique qui est le référent, qui a un certain nombre d'écoles dans son portefeuille. Je pense qu'idéalement, il faudrait ça aussi pour les écoles. Il faudrait qu'on ait un psy ou deux psys ou des experts de la santé mentale qui aient un portefeuille d'écoles qu'ils passent voir régulièrement et dans lesquels ils aident à mettre en place des programmes de santé mentale. Dans mon école, c'est différent parce que on est une école inclusive. Donc, on a une psychologue clinicienne qui vient quasiment toutes les semaines et qui fait 2 types de suivi. Elle fait du suivi des équipes qui encadrent les enfants à besoins spécifiques et des enseignants. Elle les forme, elle fait de la formation, elle fait de l'écoute, elle fait du suivi de pratique. Et occasionnellement, elle reçoit aussi des enfants. Mais c'est hyper rare. La fin du châtiment corporel. Alors, ça a été très particulier parce que quand le châtiment corporel est interdit depuis 1962, la circulaire 100, depuis que l'école béninoise existe, depuis que le Bénin est indépendant, on a interdit le châtiment corporel. Bon, on se connaît. On sait tous que jusqu'à aujourd'hui, là, on tape les enfants. Et c'est hyper renforcé, c'est-à-dire que, en tant que mes enseignants, en tant qu'enfants, ils ont été tapés.
tant que jeunes adultes, ils ont été tapés. Quand on les a formés en tant qu'enseignants, on leur a donné le châtiment corporel comme outil ultime d'autorité sur leurs enfants. Donc, en tant qu'enseignants, ils ont été formés avec ça. En tant que parents, ils frappent leurs enfants à la maison. Donc, pour eux, c'est normal. C'est normal. Ça fait 7 ans que je suis dans cette école. On continue encore aujourd'hui à se battre contre le châtiment corporel. Parce que quand ils ont plus cet outil-là, c'est passé aux humiliations, c'est passé à la violence verbale, au regard d'intimidation. Donc, on a dû travailler sur ça aussi. Donc, on est en train de faire reculer leur recours au châtiment corporel parce qu'il est profondément inscrit en eux. Mais moi, j'ai remarqué, beaucoup d'intervenants extérieurs viennent dans notre école et disent de nos enfants qui sont très éveillés, qui n'ont pas peur de parler aux adultes. Je suis convaincue que c'est en partie pour ça. Le rapport de force qui était avant vraiment un rapport physiquement violent a changé dans l'école. Et j'ai des enfants qui sont parfois plus impertinents, ce qui est difficile à accepter dans nos cultures, parfois moins obéissants, ce qui est difficile à accepter dans nos cultures, mais que je trouve beaucoup plus éveillés, beaucoup plus audacieux, beaucoup moins effrayés de l'adulte en général. Et j'estime que dans beaucoup de cas, c'est une bonne chose, mais il faut avoir un cadre. Mais ça ne veut pas dire que tout leur est permis. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences ou de sanctions au mauvais comportement. Et c'est cet équilibre-là qu'on a dû trouver. L'autre chose, mais ça, c'est surtout sur les enfants à besoins spécifiques, parce qu'on avait des enfants, notamment les enfants hyperactifs ou les enfants avec des troubles émotionnels, qui avaient des difficultés à gérer leurs émotions. On a une petite fille à l'école qui faisait d'énormes crises de colère. Et les premiers outils qu'on a mis en place, c'était une routine. Donc, une routine imagée qui expliquait tout ce qui arrivait dans sa journée. C'est une petite fille qui avait été arrachée à un cercle familial, déplacée à des milliers de kilomètres de sa famille, donc qui était dans un environnement qui la stressait, qu'elle ne connaissait pas. Et le premier élément a été de mettre en place des routines. Quand tu viens à l'école, voilà tout ce que tu auras à faire dans tel ordre. Et voilà le temps qui est attribué à chaque tâche. Donc, elle avait une visibilité, un sentiment de contrôle et de maîtrise, plutôt que juste découvrir minute par minute ce qui se passait jour après jour. La deuxième chose, on a mis en place une météo des émotions. Tu viens aujourd'hui, comment tu te sens? Ok, quelle est l'émotion? Quel est le nom de l'émotion? Ou quand il y a une crise ou une difficulté en classe, quelle est l'émotion d'abord? Qu'est-ce que tu as ressenti? Tu as le droit de la ressentir, mais tu n'as pas le droit de taper, de crier, de jeter. Et on décortiquait comme ça. Et encore aujourd'hui, pas plus tard que la semaine dernière, quand on a besoin de faire un travail long avec elle, on fait d'abord une décharge émotionnelle. On commence par 20 minutes où elle peut parler de toutes les émotions, de tout ce qui se passe, et on l'écoute. On l'écoute activement, c'est-à-dire qu'on réagit, on répond, on pose des questions. Et après, elle peut travailler pendant 1 heure sur ton exercice de maths, d'éducation sociale ou de dictée. J'ai failli te dire, l'école ne peut pas, mais peut-être que la vraie phrase est que l'école ne peut pas seule. J'ai perdu une dizaine de parents quand j'ai banni le châtiment corporel de mon école. Il est vrai que les enfants passent 8 heures par jour dans l'école, donc presque plus de temps avec nous qu'avec leurs parents. Mais l'école ne peut pas seule changer la perception parce que ce qu'on enseigne à la maison, prend autant de place, voire parfois plus que ce qu'on enseigne à l'école. Donc, je pense que l'école peut ouvrir le dialogue avec les enfants. Je pense que l'école peut faire des temps pour les parents, des temps de discussion avec les parents, pour les parents aussi, parce que eux aussi ont une charge mentale et une santé mentale dont personne ne se préoccupe. Quand on leur demande de s'occuper de ça, leurs enfants, eux-mêmes, ils vivent des choses au travail, à la maison, qui sont parfois tellement dures et pour lesquelles ils n'ont aucun exutoire. Et des fois, leur exutoire, c'est leur enfant. C'est l'enfant qui, indirectement, paye ou récupère les pots cassés d'une mauvaise journée, de violence dans le couple, d'une mauvaise confiance en soi. Donc, je pense que les écoles peuvent être des endroits où on met en place ces événements, ces temps-là ou ces espaces-là. Mais seul, on n'ira pas bien loin. La raison pour laquelle on a créé un dispositif inclusif au Petit Poucet, c'est parce on faisait des temps de discussion avec les parents. Et il y a 4 ans, on a fait un temps de discussion sur les troubles de l'apprentissage. Et on avait invité des parents d'enfants qui avaient des troubles, des enseignants,
orthopédagogues, orthophonistes, il y avait une vingtaine de personnes. Et ce qui s'est passé pendant cette séance a décidé pour nous qu'on devait ouvrir un dispositif. Parce que on a vu des parents qui avaient un endroit où ils pouvaient enfin parler de leur enfant et parler, pas se plaindre de leur enfant, hein, parler de ce qu'ils vivaient aussi en tant que parents. Parler de leur enfant, mais parler aussi des belles choses qu'il y avait dans leur enfant. Et être, être un peu frustré que le système scolaire ne voit pas ça aussi, ne voit que le fait que l'enfant soit différent, ne voit que les différences. Donc témoigner de, oui, la complexité, oui, la difficulté, mais oui aussi la beauté qu'il y avait. Et pour des parents, d'entendre ça chez d'autres parents, pour des parents qui étaient particulièrement négatifs, entendre d'autres parents qui avaient fait un chemin et qui voyaient de la beauté dans ce qui se passait, qui voyaient des apprentissages, qui voyaient des étapes aussi, ça a été magique. C'était vraiment un moment très particulier, ce temps d'écoute-là. Parce que ça a été un temps de transmission, parce que ça a rassuré certains parents, et parce qu'après, ils se sont dit, bon, c'est bien de discuter, mais concrètement, qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on fait fait? maintenant? Et c'est comme ça qu'on a créé un dispositif. On n'a que des résistances. Il n'y a rien dans ce que je perçois du système qui soit favorable à ce qu'on enseigne la santé mentale. Rien. Ni du côté des parents, ni du côté des inspecteurs, conseillers pédagogiques, ni du côté des enseignants, ni même du côté de certains enfants que ça pourrait gêner. Mais rien. Là, on est dans un territoire, je dirais à 95% hostile. Mais je vois des opportunités. J'estime que, comme je le disais tout à l'heure, on peut s'emparer du module d'éducation sociale et sans mettre le mot santé mentale qui paraît très, très vaste, très complexe et très abstrait, commencer par des compétences concrètes. Bon, je pense que les deux modules prioritaires, c'est la connaissance de soi et la gestion des émotions. C'est deux modules prioritaires. Et que si on commence par ça, par intégrer ça avec des modules concrets, comme pour les autres matières dans le système, ça sera un excellent début. Parallèlement, il faut des espaces d'échange et de discussion. Il en faut au niveau des enseignants et des équipes des écoles, il en faut au niveau des parents. Et il en faut tous ensemble. Et je pense que si on arrive à faire ça dans les 5 prochaines années, ça sera un excellent début. Ça sera un excellent début. Pour moi, ça, c'est un très bon plan d'action. Ma priorité, c'est de continuer le combat contre le châtiment corporel et toutes les formes de violence. C'est vraiment la priorité, que on arrête complètement le châtiment corporel physique, qu'on arrête de frapper les enfants, ou des fois même de les manipuler un peu brusquement, parce que pour moi aussi, ça, j'estime que c'est une violence. La deuxième chose, je pense qu'il est important de faire attention aussi aux violences verbales, à ce qu'on dit parfois à un enfant. Il y a 5 ans, il y a une structure à Calavi qui accueille des enfants, SOS Village d'enfants Sénégal. Et le responsable de cette structure me disait, ce qui met les enfants dans les rues, c'est les mots. C'est ce qu'on leur dit. C'est, contrairement à ce qu'on croit, les enfants acceptent beaucoup mieux ou tolèrent ou survivent mieux à la violence physique qu'à la violence verbale. Et il m'expliquait que ces enfants fuyaient. C'est des choses qu'on leur avait dit. Donc, mettre fin à la violence physique, faire attention à ce qu'il n'y ait pas un glissement vers la violence verbale et vers des mots ou des paroles qui soient négatives, des affirmations négatives qu'on répète parfois aux enfants inconsciemment et qui les enferment dans des schémas ou dans des cases. Et la troisième chose, arriver à créer des écoles où il y a des espaces pour les parents aussi. Il y a il y a des safe spaces pour les parents aussi. Qu'on soit pas le seul lieu, mais que dans l'école, on arrive à avoir une cohésion avec les parents qui fait qu'il y a des moments, on peut les inviter et ne parler que d'eux en tant que parents. Ou penser un moment pour eux. Plier les enfants, les sortir du cadre, qu'ils soient occupés, mais que le parent ait le temps de venir parler aussi. J'ai beaucoup de souhaits. J'ai l'ambition d'arriver dans mon école à moi, en tout cas dans l'école où j'ai le plus d'impact et de marge de manœuvre, à faire changer le regard à la fois de mes équipes, d'abord de mes équipes,
ensuite de ma communauté scolaire, donc de mes parents d'élèves, et enfin des enfants sur ce que c'est que la santé mentale. Ça, c'est mon ambition et j'ai conscience maintenant que ça va prendre du temps, mais je pense que ça vaut la peine de prendre ce temps-là et de traverser ces difficultés-là. Parce que je pense que ça fera juste de nous de meilleurs humains. Vraiment, juste. Et du coup, une meilleure société. Euh, Quand on est dans l'avion, qu'on commence et qu'il y a les précautions d'usage, on vous explique que vous ne devez placer le masque d'oxygène sur le visage du voisin que lorsque vous avez d'abord placé le vôtre. Pour moi, c'est la même chose pour la santé mentale. Je pense que ce que j'aimerais, c'est que chaque personne qui regarde cette vidéo se demande où il en est, lui, en tant qu'enseignant, en tant que parent, par rapport à sa santé mentale. Et ce qu'il vit est en train de montrer indirectement à ses enfants. Parce que c'est surtout ça qu'ils vont retenir. C'est pas ce que vous leur dites de faire. C'est pas peut-être que vous avez déjà de belles idées sur la santé mentale, que vous avez quelques notions. Mais en fait, vos enfants vous regardent. Et c'est juste ce que vous faites qu'ils feront, pas ce que vous dites. Donc, je pense que la première étape pour chacun d'entre nous, c'est de se questionner sur sa propre santé mentale. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai les moyens, le temps, l'énergie de consulter quelqu'un? Si je ne peux pas, qu'est-ce qui a m'apporter? Pour moi, c'est vraiment la première des choses. Avant de se soucier de la santé mentale de chacun, de tous, c'est d'abord la sienne.